pas. Est-ce que vous avez des questions concernant ces interventions? Je vois lever la main, Monsieur Ganassia. Ben, vous avez la parole. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, non, il ne posait pas une question, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, par rapport à l'intervention de Rivas Ginel, moi je me demandais par rapport à l'enquête qui a été réalisée, est-ce que vous aviez demandé dans quel domaine les jeux, enfin, dans quel domaine traduisaient les traducteurs des jeux vidéo? C'est-à-dire quel domaine, quel type de jeu, quel genre de Un jeu? genre particulier de jeux vidéo ou une génération particulière ou... Non, non. Parce que sinon il fallait après, avec le nombre de réponses que j'ai eues, il faudrait aller carrément page par page, réponse par réponse. Donc ça devenait très encombrant. Déjà j'ai vraiment eu du mal à cibler, de professionnels parce que souvent ils ont des contrats de non-confidentialité. Donc j'ai mis beaucoup de temps, puis il était vraiment très long, comme questionnaire. Donc je me suis intéressée aux outils, pratiques, sans demander dans quelle entreprise, par exemple, pour éviter des problèmes de confidentialité aussi à nouveau. Souvent quand on travaille dans un jeu, on n'a même pas le droit de les mettre dans notre CV. Donc c'est un peu difficile, au fait. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aurais une question, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, donc en fait, je me demandais si, en fait, par rapport à la dernière intervention, peut-être remarquer plutôt un commentaire qu'une question, mais en fait, le tournant empirique donc de la traduction automatique, hein, le passage à la statistique plutôt qu'aux règles, a été inspiré en fait par la reconnaissance vocale, donc par les recherches sur la reconnaissance vocale. Donc je trouve ça finalement assez intéressant qu'on revienne à cette interopérabilité, je ne sais pas exactement si c'est le terme, mais entre reconnaissance vocale et traduction automatique. Donc, je voulais savoir si vous aviez un petit peu exploré ces liens. Et le micro? J'ai pas eu l'occasion encore d'explorer ce lien pour les assistants intelligents. Bon, et évidemment, les assistants intelligents, ils sont développés pour la reconnaissance vocale, hein, puisque l'idée, c'est que vous interagissiez principalement par la voix. En revanche, ce que je peux dire, c'est que on retrouve en fait ce que j'ai observé dans mon étude là 2019 de la recherche, c'est que c'est maintenant la question des images qui revient, puisque le traitement de la voix est plutôt bien en place, on va dire. Et le traitement des images revient pour deux raisons. Il y a une raison économique, opérationnelle, qui est que, d'une certaine manière, l'objectif, c'est que vous puissiez parler à Alexa, vous faites votre petite navigation, et puis vous parlez à Alexa en disant, voilà, commande-moi ce qui est à l'écran. Et donc là, ça implique que le logiciel puisse reconnaître ce que je dis, le décoder comme une commande et
intégrer à ça l'image vers laquelle je pointe. Hein. Ça, c'est pour l'exemple d'Alexa. En discutant avec des amis informaticiens, ils m'ont dit, en fait, ces entreprises, donc Elon Musk, Microsoft, Alexa, tout ça, pourquoi Elon Musk investit des telles sommes, hein, et Microsoft dans le traitement des langues à l'interface voix, texte, image, mais c'est pour la voiture autonome. C'est pour ce genre de machine. Parce qu'en fait, quand vous êtes en situation de conduite réelle, la machine, elle a des capteurs visuels et il faut qu'elle puisse aussi détecter les panneaux de signalisation, éventuellement les panneaux mis par la voirie qui ne vont pas être préordonnés. Et comme vous savez, on est très rapide à la voix. Et donc, s'il y a un cri, quelque chose… Enfin, quand je dis on est très rapide à la voix, je suis un peu trop rapide moi-même. C'est-à-dire que l'esprit, c'est plus facile de dire quelque chose que d'entrer une commande ou de faire un geste. Donc, en termes de rapidité de réaction, la raison pour laquelle ils investissent sur cette triangulation voix, texte, image, c'est pas pour traduire le théâtre ou pour nous… traduire les textes, hein, c'est pour l'Internet des objets et les machines en interaction avec le monde réel. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce que j'ai vu apparaître, du coup, là, cette année, enfin en 2019, c'est vraiment beaucoup de textes qui s'intéressent à computer vision, et notamment, on parlait plutôt de la difficulté de la traduction neuronale à prendre en compte le contexte. Et là, il y a des articles de recherche qui proposent d'utiliser les images, le multimodal, pour améliorer les performances de la traduction neuronale. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser les… Enfin, si, c'est possible. L'idée, c'est que, je sais pas, vous avez un texte avec tout un réseau de métaphores sur les nuages, et bien que la machine puisse utiliser des images préenregistrées de nuages pour donner plus de contexte et raffiner les choix, l'extraction des résultats pour la traduction du texte qui parle des nuages. C'est des articles d'il y a quelques mois. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je ne sais pas si Nicolas Bacaer est toujours là ou pas. Mais… Si, je suis là. Ah, d'accord. Parce que bon, j'avais trouvé la réponse à la question que je me posais, parce qu'en fait, l'article que vous aviez fait, que vous aviez publié à l'AUF, dans la revue de l'AUF, qui dénonce un peu ces questions de l'abandon du français dans les domaines scientifiques. En fait, la traduction automatique, pour vous, c'est la possibilité de contourner ces problèmes et d'y faire face. Et bon, Exactement, oui. Parce que vous savez, c'est un problème de publicité. Les scientifiques, en quelque sorte, se vendent sur le marché international de la recherche, et donc ils sont en quelque sorte à la recherche de clients, et le fait de publier en français, si vous voulez, d'une certaine manière, ça limitait le nombre de clients potentiels. Pour parler en termes un peu comme de marchands de tapis, si vous voulez. Et donc, à partir du moment où vous pouvez écrire en français et produire plusieurs traductions automatiques en plusieurs langues, et que, en particulier sur certaines d'entre elles, vous pouvez même post-éditer pour corriger le vocabulaire technique, il me semble que là, il y a au moins une possibilité, si vous voulez, de sortir du tout anglais. Alors, mais bon, d'abord, il faut que les gens sachent que c'est possible. Pour l'instant, il y a très peu de gens qui… Parce que tout le monde a entendu parler de la traduction automatique. Mais en fait, quand vous cherchez, est-ce qu'il y a vraiment des chercheurs qui publient leurs travaux en plusieurs langues ? En fait, il y en a très peu.
Même dans des pays officiellement multilingues comme, je ne sais pas moi, la Suisse, la Belgique ou même en Espagne où on pourrait publier, je ne sais pas moi, en catalan et puis en castillan. Ben non, les gens. Alors, il y a aussi un problème lié aux revues elles-mêmes, c'est-à-dire que les gens font une sorte de fixation sur les revues dites internationales, qui en fait sont des revues essentiellement anglophones, excluant toute autre langue. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils pourraient, je ne sais pas moi, un catalan pourrait très bien publier en catalan dans la revue de son université ou une revue de sa région. Et puis après, il fait des traductions, je ne sais pas moi, en français, en anglais ou en plusieurs langues. Il dépose sur un site où c'est tout aussi accessible. Et en mettant bien, par exemple, que la référence, que l'article original est en catalan, et ça ne poserait pas beaucoup de problèmes, quoi. Mais bon, il faut changer les mentalités, disons. Oui. Monsieur le Président, est-ce que je voudrais poser une question? Monsieur Coulardeau, allez-y. Oui. Ma question est simple. Tout cela pose un problème de propriété intellectuelle. Et je n'ai pas entendu un quelconque questionnement sur comment la propriété intellectuelle, scientifique ou pas scientifique, est protégée dans le cadre de ces traductions automatiques plus ou moins sauvages. Si je publie un article dans un magazine, dans une revue, en principe, je signe une clause que c'est exclusif, en quelque langue que ce soit, Oui, avant, c'était comme ça. J'en ai signé des tas de papiers comme ça avec Elsevier et Springer. On vous signe un droit d'auteur, on donne à Elsevier et Springer tous les droits, y compris de la traduction. Mais maintenant, il existe des revues maintenant qui ne demandent plus ça. On ne signe plus rien. Donc, vous ne donnez plus le droit. Par exemple, si vous fonctionnez, en France, il y a un centre à Grenoble, très important, qui est le centre Mersenne. Vous ne signez pas un papier disant que vous donnez au centre Mersenne tous les droits de traduction. Et il y a même, je crois, une loi, alors je ne connais pas exactement tous les détails en France, mais grosso modo, même si vous avez publié chez un éditeur privé américain, au bout d'un certain délai, je ne sais plus exactement si c'est 6 mois ou 1 an, vous avez quand même le droit, par exemple, de le publier gratuitement sur le site HAL, vous savez, le site du CNRS. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous n'avez pas complètement perdu vos droits sur l'article que vous avez confié à un journal étranger. Mais cela me gêne terriblement. Parce que c'est en contradiction directe avec avec le Code de la propriété intellectuelle en France, c'est en contradiction directe avec tous les traités de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et avec les lois qui ont été mises en place en Allemagne il y a peu de temps, il y a 4-5 ans, une nouvelle loi a été mise à jour, et les lois qui ont été votées en Russie et en Chine, pour prendre 2 autres exemples, qui posent effectivement des limites absolues à ce niveau-là. Et moi, je veux bien qu'on soit pirate, mais on sera pirate. Mais on ne sera pas en conformité avec la loi internationale. Et la loi internationale, ce sont les traités OMPI. WIPO en anglais. Alors, attendez. En fait, si je peux apporter une remarque. Quelqu'un m'avait fait observer que même la pratique traditionnelle des scientifiques était illégale. C'est-à-dire que vous prenez un éditeur étranger, vous lui livrez gratuitement votre manuscrit. Il gagne de l'argent et il vous reverse 0 €. C'est ça. Eh bien, même ça, j'ai entendu quelqu'un me dire que même ça, ce n'était pas vraiment conforme au droit, totalement de la propriété intellectuelle. Et pourtant, je vous assure qu'il y a des millions d'articles qui ont été publiés de cette manière. J'ai écrit des dizaines d'articles pour Elsevier et Springer. Jamais on m'a versé 1 centime. Jamais j'ai eu 1 centime. Et je leur ai livré gratuitement le manuscrit. Donc, vous comprenez que même le fonctionnement traditionnel de l'édition scientifique est bancal.
Mais Donc, c'est je me dis… c'est totalement illégal, mais en même temps, au niveau de l'Europe cette fois, il y a eu des mises en place de procédures de distribution, ventilation et édition totalement gratuite, si nécessaire, de la recherche scientifique une fois qu'elle est publiée qu'elle est produite par une personne qui est subventionnée, ne serait-ce qu'en tant que professeur d'université, subventionné pour faire sa recherche. Et là, il y a une contradiction entre la position de l'Europe sur la recherche scientifique qui doit être open access à tout prix et les traités internationaux sur la propriété intellectuelle. La recherche scientifique fait partie de la propriété intellectuelle et on l'oublie un peu trop. Est-ce que je peux… Oui, oui, tout à fait. Et Madame Larsonner, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coulardeau, d'avoir parlé de responsabilité ce matin et de propriété intellectuelle, parce que on a vu le problème avec les productions scientifiques, mais je voudrais soulever aussi le problème de propriété intellectuelle et corpus. Parce qu'en fait, la traduction neuronale, l'algorithme ne vaut que par la qualité du corpus sur lequel il est entraîné. Et quand on regarde dans le détail, donc les chercheurs de la plupart des universités, chercheurs des informaticiens, ils travaillent sur un certain nombre de corpus. Certains sont, on va dire, publics et ouverts. Beaucoup travaillent sur Europarl, donc tiré des discussions au sein du Parlement européen. Beaucoup travaillent sur les TED Talks, qui sont accessibles en 59 langues. C'est-à-dire que concrètement, les algorithmes sont entraînés sur les traductions humaines des gens qui ont traduit les TED Talks, mais qui ne sont ni rétribués, ni mentionnés, etc. Et le pire en la matière étant notre célèbre ami Google, qui se vante d'avoir son tout nouveau modèle qu'ils ont lancé à l'été 2019, où ils font de la traduction multilingue, massively multilingual. Ils se vantent de travailler sur 25 milliards de sentence pairs, de paires de segments, de segments à parier, qu'ils ont gentiment collectés dans le web entier et qu'ils ont entre autres collectés au travers du Google Books Corpus, qui a été fait en numérisant de nombreux ouvrages dans les bibliothèques, principalement américaines, dont un grand nombre d'ouvrages qui sont sous droit. Je travaille, mon autre moi travaille sur un auteur britannique contemporain qui a 50 ans, qui n'est pas du tout mort, qui publie, et je trouve tous ces textes, tous ces romans, quand j'ai besoin de chercher une citation, je les trouve sur Google Books. Il se trouve que comme je travaille sur lui, je les ai en plus achetés, mais il faut quand même savoir que Google Books s'entraîne sur une sorte de pillage, et je le dis à systématique, organisé, de toutes les expressions sur le web, dans les journaux. Ce n'est pas la même chose qu'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur des corpus bien identifiés, comme aussi beaucoup travaillent sur le WMT, donc le Workshop Machine Translation. Ça, ce sont des corpus créés pour la profession chaque année, parce qu'ils ont un challenge chaque année dans le grand congrès de traduction automatique. Et généralement, ils les réutilisent. Mais Google, Facebook et Amazon utilisent toutes nos interactions avec eux. Et là, il y a alors, ça rentre dans la protection des données, et non plus la protection intellectuelle, mais ça se recoupe pour le Google Books. Je vais vous donner un autre exemple. C'est il y a 2 ans, au Syndicat national des auteurs et des compositeurs, les auteurs de sous-titres et de doublage ont découvert que certains producteurs cinématographiques, de séries en particulier, de séries télévisées, suscitaient ou demandaient à leur public, à des gens, des volontaires, de fournir gratuitement les sous-titres
des séries télévisées, soit dans la langue originelle pour les malentendants, soit dans des langues étrangères comme traduction. Or, il y a des professions qui vivent de cela. Et j'ai l'impression que là, ils bricolaient avec des volontaires dans le public et qu'ils sont en train gentiment, enfin, que la tentation doit être énorme d'employer la traduction automatique pour le faire. Et on va se retrouver dans une situation extrêmement difficile pour certaines professions qui vont ainsi disparaître, sans la garantie de la qualité de la production de la traduction automatique. Si je voilà. peux faire une remarque. Oui. Bien. Attendez. En ce qui concerne les articles scientifiques, on ne vole le travail de personne. Parce que, par exemple, en mathématiques, il y a 100 000 articles qui sont publiés par an. Et bien, sur les 100 000 articles, il y en a 0 qui est traduit actuellement. Il n'y a absolument aucune traduction. Donc, on ne vole pas le travail de quelqu'un. Et je voulais ajouter justement que les articles que vous traduisez, vous, à l'anglais ou à d'autres langues, enfin pas forcément à l'anglais, bah, c'est son droit de les faire. S'il les publie en français, qu'il les traduit en espagnol ou dans je ne sais combien de langues, ce n'est pas le même problème que vous posez tout à l'heure avec la traduction des articles de l'anglais en français. Donc, je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience, de toute façon, du monde scientifique, des sciences dites dures. Même les sciences humaines, parfois, dans certains domaines, elles exagèrent un peu là-dessus aussi. Mais tout cela est dû au fait aussi que le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Recherche incitent, ou incitaient en tout cas, les chercheurs et les enseignants-chercheurs à publier dans des revues américaines pour avoir des promotions. Donc, il y a d'ailleurs un colloque qui a été organisé, enfin une journée d'études qui a été organisée en 2013 par l'OEP et le séminaire que je dirige, donc l'Université de Paris, ex-Diderot, et justement, qui a donné lieu à une publication intitulée Plurilinguisme et créativité scientifique, où il était dénoncé déjà ces problèmes qui est, à mon avis, fondamental pour la recherche française. Parce que si elle veut continuer de promouvoir la recherche américaine et payer les revues américaines, bon, c'est leur droit, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait progresser la recherche française. Et je crois qu'il y avait Jean-Gabriel Ganassia qui avait demandé la parole, donc je vous passe la parole. Oui, sur cette question de propriété intellectuelle, effectivement, il y a 2 points. Je pense que vous avez raison sur le premier point, c'est-à-dire que les outils de traduction automatique pillent les traductions qui existent. Tout à l'heure, éventuellement, je ferai dans ma conclusion peut-être un petit commentaire sur ce point, parce que c'est du condensé de traduction humaine, c'est pas de la traduction de la machine. Il faut bien comprendre cela. Et donc, effectivement, il y a un problème de propriété intellectuelle. En revanche, le deuxième problème, celui des articles scientifiques, est un tout petit peu différent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a changé. Il y a une espèce de révolution copernicienne qui a eu lieu pendant des siècles. Celui qui payait, c'était le lecteur. Et celui qu'on rétribuait, c'était l'auteur. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut ouvrir à tous les publications scientifiques, ce qui est formidable, parce que tout le savoir du monde est accessible à tout le monde, mais ça veut dire que c'est l'auteur qui devient le payeur. Et à ce moment-là, justement, les grands éditeurs exigent qu'on les paye. Alors, ce n'est pas toujours vrai, il y a c'est ce qu'on appelle l'open access, il y a des formules qu'on dit vertes, qui sont gratuites, il y a des formules
qu'on dit diamant, c'est l'État qui paye, mais celle-là, elle ne marche pas très bien parce que ce sont des revues internationales et donc ça pose des problèmes. Et puis, il y a les formules Gold, hein, qui sont celles des grands éditeurs. Il faut savoir que, par exemple, Nature a dit qu'il faisait une super promotion, c'est-à-dire qu'ils vous font payer moins cher pour les articles là, et c'est 12 000 € pour pouvoir publier dans Nature. Alors, bien sûr, comme c'est très prestigieux, les scientifiques sont ravis de payer 12 000 € sur, quand ils ont les contrats, bien sûr, pour pouvoir publier dans cette revue, et ils n'ont pas toujours les contrats. Dans ce cas-là, ils ont plus de mal à publier. Mais voilà un peu le contexte actuel qu'il faut bien comprendre pour mesurer ces enjeux de propriété intellectuelle. Je peux ajouter un petit détail. Il y a quand même un appel au boycott de Elsevier, qu'on peut d'ailleurs étendre aux autres éditeurs Springer. C'est un appel au boycott depuis plusieurs années. Maintenant, je trouve qu'en France, on se dirige plutôt vers l'option diamant, où, par exemple, l'Académie des sciences a transféré toutes ces sections, les comptes rendus, qui étaient avant gérés par Elsevier, éditeur privé étranger. Il l'a transféré cette année au Centre Mersenne à Grenoble, qui est une structure publique financée par l'argent public. Et donc, il me semble que l'avenir, ce n'est pas du tout de voir un auteur-payeur, mais plutôt d'avoir un État ou une institution qui paye pour la publication des travaux. En tout cas, personnellement, je refuse absolument de payer 1 centime à un éditeur étranger pour publier quoi que ce soit. Yeah. Là, en tant que président du comité d'éthique du CNRS, donc je vous donne raison, ce serait l'avenir souhaitable. Mais je pense que le principe de réalité fait qu'il faut être plus suspicieux que ça. Et aujourd'hui, on a quand même des risques d'avoir des auteurs qui accepteront de payer des sommes assez importantes parce qu'ils voudront avoir des indices de publication élevés. Et tant que les commissions du CNRS évalueront les dossiers des chercheurs sur ces indices de publication, on aura du mal à oui, il faut signaler à ce niveau-là que les biologistes sont un cas particulièrement pathologique où grosso modo, ils ont tellement sabordé leur propre revue même l'Académie des sciences, maintenant, vous ne pouvez même plus publier dans la section biologie des comptes rendus de l'Académie des sciences parce qu'ils n'acceptent même plus les manuscrits des spontanés. Ils sont fous, ces biologistes. Enfin, ils jouent avec l'argent du contribuable français et bon, il n'y a personne qui les retient. Bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vois que Christian, il est de retour. Bon, ça a été un débat très animé. Je pense qu'on aurait pu continuer là-dessus quelques minutes encore et peut-être organiser d'autres tables rondes, d'autres journées. Mais je pense qu'on va clore les débats pour aujourd'hui. Et je te passe la parole, Christian.